Bonjour à tous, bienvenue à cette cinquième conférence Arthrex Vet System. Je suis Olivier André, responsable de la gamme vétérinaire pour Arthrex France. Le thème abordé aujourd'hui est l'abrasion du compartiment médial, comment la diagnostiquer et que proposer. Je remercie le docteur Stéphane Bureau pour sa présence et puis son travail sur ce thème. Et donc, je lui laisse la main pour sa présentation. Merci Olivier. Donc, nous allons parler dans les 20 minutes qui viennent de l'abrasion du compartiment médial du coude. Alors, la partie médiale du coude est donc formée, petit rappel, du processus coronoïde médial, de la partie médiale de l'échancrure ulnaire et de la partie médiale du condyle huméral. Je vous ai représenté ces différents éléments anatomiques de cette articulation, donc là avec ces formes jaunes. Et c'est cette partie-là qui va nous intéresser, et on parle d'abrasion. Vous trouverez également la dénomination d'érosion du compartiment médial pour traduire une perte plus ou moins importante du cartilage avec une mise à nu de l'os sous-chondral. Ce que l'on voit parfaitement là sur cette vue arthroscopique où on a cet os rose sous-chondral qui apparaît. Alors radiologiquement, on peut observer des lésions de nature arthrosique plus ou moins visibles, mais pas de manière systématique. Et comme nous allons le voir, la radiographie seule est souvent insuffisante pour poser un diagnostic à la fois précis et définitif. Mais avant de parler de diagnostic, la première question qu'on doit se poser, c'est quel est le contexte d'apparition de ces lésions d'abrasion ? Il y en a trois. Le premier contexte, ça peut être une érosion qui accompagne une atteinte du processus coronoïde médial et ou une ostéochondrite disséquante du condyle huméral. On parle alors de lésions en miroir, ce que les anglo-saxons appellent la kissing lesion, terme qui est souvent utilisé suggérant que la lésion puisse être secondaire à une friction par le fragment ou le volet cartilagineux. Dans une étude qui portait sur 263 coudes, publiée par Fitzpatrick il y a quelques années, ces lésions en miroir sont rapportées dans 49% des cas. Et donc, une autre théorie qui est avancée serait que cette perte de cartilage puisse être en rapport avec une incongruence et qu'en fait, la fragmentation du processus coronoïde serait la lésion initiale et qu'ensuite, cette érosion se poursuivrait, se développerait sur la partie la plus résistante du processus coronoïde médial ainsi que sur le compartiment médial. Donc ça, c'est le premier contexte d'apparition, on va dire concomitamment à une atteinte du processus coronoïde médial. Mais il y a un certain nombre de cas qui sont également observés sans atteinte du processus coronoïde médial, tel que ça a été rapporté maintenant dans de nombreuses études. Alors ce type de lésion semble être plus fréquent chez des chiens adultes, plus ou moins âgés. Dans une étude arthroscopique sur des chiens de plus de 6 ans, 31% présentaient des lésions érosives marquées du compartiment médial sans aucune altération du processus coronoïde médial. Par opposition, ces lésions sont rapportées dans seulement 3% des cas chez des chiens âgés de 5 à 18 mois. Alors là encore, la cause exacte de cette lésion d'abrasion est inconnue, mais elle est suspectée résulter de forces supraphysiologiques qui pourraient être secondaires à une incongruence. Et puis enfin, dernière modalité d'apparition, c'est rapporté notamment dans une étude qui est sortie il y a 7 ans sur 35 chiens, avec des signes persistants ou récidivants, des signes cliniques de boiterie après le traitement arthroscopique d'une dysplasie du coude. Et dans ce cas-là, il y avait une seconde arthroscopie qui était réalisée et 60% des coudes montraient une érosion majeure lors de cette seconde arthroscopie, alors que la plupart ne présentaient absolument aucune lésion initialement. Donc là, sur le petit film d'arthroscopie qui défile devant vous, vous voyez à quel point ces lésions d'abrasion peuvent être significatives. Là, on est vraiment sur un cas extrême où on a un frottement et des stries longitudinales qui apparaissent dans l'os sous-chondral. Il y a bien sûr plus de cartilage sur toute la partie médiale et ces stries qui sont extrêmement importantes. Alors, le diagnostic repose bien évidemment, comme toute affection orthopédique, sur le recueil des commémoratifs. Et là, il n'y a pas grand-chose à dire. Ce sont exactement les mêmes commémoratifs que pour une dysplasie du coude.
avec d'ailleurs les mêmes races de chiens affectés, avec néanmoins, comme je vous l'ai indiqué précédemment, une érosion qui semble plus fréquente chez des animaux un petit peu plus âgés. Les signes cliniques sont également non spécifiques. Il s'agit d'une boiterie plus ou moins marquée, avec une amplitude articulaire réduite, une douleur lors de la manipulation du coude, notamment lors de manipulations en rotation externe et abduction. Et puis, en termes d'imagerie, la première chose qu'on est tenté de réaliser, ce sont des radiographies. Ces radiographies, il est souvent difficile de diagnostiquer une abrasion du compartiment médial, tout simplement parce que la radio ne permet de voir que le tissu osseux. Alors certes, la présence d'ostéophytes, d'anthésophytes, éventuellement un léger collapsus du compartiment médial peuvent être évocateurs d'une lésion d'abrasion du compartiment médial, mais ça ne reste qu'une évocation. De même, le scanner ne permet pas de voir le cartilage et donc ne nous permettra pas d'apprécier l'importance de cette potentielle lésion. La technique de choix, c'est l'arthroscopie. Cette arthroscopie va nous permettre d'avoir un examen précis de l'ensemble de l'articulation et notamment de l'ensemble de la surface articulaire. Alors, je vous ai repris ici différents exemples. Donc, tous ces chiens souffrent d'une abrasion du compartiment médial. Et vous voyez que les lésions typiques sont des érosions plus ou moins profondes. On peut avoir une perte complète ou partielle du revêtement cartilagineux. On peut avoir donc une mise à nu de l'os sous-chondral avec, dans certains cas, réellement des espèces de stries, comme des tranchées qui sont présentes dans l'os sous-chondral. Et puis, l'autre élément qui doit être également souligné, c'est le fait que cette maladie intéresse le compartiment médial. Et vous voyez que dans quasiment tous les cas, il y a une nette ligne de démarcation avec le compartiment latéral qui, lui, apparaît parfaitement intact. Quel traitement ? Premier traitement, bien évidemment, c'est s'il y a une lésion concomitante du processus coronoïde médial, c'est tout d'abord de traiter cette lésion. Donc pour cela, traitement qui est réalisé plus communément sous arthroscopie, où on va retirer le fragment détaché ou fissuré du coronoïde médial, éventuellement réaliser un curetage léger, et cette prise en charge permet un résultat clinique modéré à bon dans la majorité des cas. Pourquoi modéré à bon ? Puisque bien évidemment, s'il y a associé à cette lésion du processus coronoïde médial une abrasion du compartiment médial, il est toujours délicat de faire la part des choses. Qu'est-ce qui fait réellement boiter le chien ? Est-ce que c'est le fragment ? Est-ce que c'est l'abrasion ? Ou est-ce que c'est un petit peu des deux ? Mais enfin voilà, dans le cadre de cette lésion du coronoïde, bien évidemment, première chose à faire, c'est de traiter. Maintenant, lors de lésions cartilagineuses du compartiment médial, la première idée qui a été émise a été tout simplement de transférer la charge d'appui vers le compartiment latéral. Et pour cela, une des toutes premières techniques qui a été développée a été la SHO, donc pour Sliding Humeral Osteotomy, donc une ostéotomie médiodiaphysaire de l'humérus, suivi d'une ostéosynthèse avec une plaque adaptée spécifique qui permettait en fait une transposition latérale de la partie proximale de l'humérus. Dans une première étude sur 59 coudes, avec un suivi à moyen terme de 32 coudes, une amélioration est observée chez tous les animaux, avec une résolution de la boiterie observée dans 21 cas après 26 semaines. Avec néanmoins un taux de complications relativement important, parmi lesquels fracture de l'humérus, débricolage, retard de consolidation. Et vous voyez le besoin de recourir à une seconde intervention dans plus d'un cas sur 5. Alors, il y a eu une étude plus récente qui est sortie quelques années plus tard par le même auteur qui rapportait un taux de complications significativement moindre, 4,2%, mais une autre étude, elle, rapportait encore 17% de complications majeures. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'une arthroscopie de contrôle, après quelques mois, lorsqu'elle était réalisée, montrait une bonne cicatrisation du compartiment médial, avec une bonne couverture de l'os sous-chondral par un fibrocartilage, et ce, sans altération du compartiment latéral. Donc, l'idée de transfert de charge vers le compartiment latéral reste une idée intéressante.
Deuxième manière de transférer cette charge, c'est la réalisation d'une ostéotomie ulnaire proximale qui est destinée à traiter l'incongruence suspectée être la cause de cette érosion. Donc cette ostéotomie doit intéresser le tiers proximal de l'ulna et doit être longue oblique. Donc l'orientation, c'est codoproximal à crânio-distal et proximolatéral à distomédial. L'idée, c'est de faire une longue oblique pour deux raisons. La première, limiter le mouvement spontané de la partie proximale de l'ulna. Et la seconde, c'est augmenter le contact os-os de manière à limiter le risque de non-union post-opératoire. Un devenir favorable est rapporté lors de lésions cartilagineuses focales profondes associées à un traitement du processus coronoïde médial. Mais là encore, quelques complications, de rares cas d'infection, d'inflammation, mais surtout des cas de sérum et une morbidité associée significative, puisqu'on a quand même des animaux qui sont significativement boiteux pendant plusieurs semaines, le temps de la consolidation spontanée. Troisième manière d'aborder ce transfert de charge, c'est la technique dite de Paul, qui est une ostéotomie ulnaire proximale d'abduction, où là, cette ostéotomie va être stabilisée au moyen d'un implant, là encore spécifique. Je vous ai repris, donc c'est des implants commercialisés par Kion, qui va provoquer un décalage de 2 à 3 mm et ainsi permettre là encore une translation de l'axe mécanique à travers le coude. Une étude sur 36 chiens rapporte donc 4 cas de complications, soit 11%, et 73% des cas revus ne boitent plus après 5 mois. Néanmoins, en ce qui concerne cette technique, on manque de données objectives à long terme. Une autre manière d'aborder cette abrasion du compartiment médial peut être la pose d'une prothèse. Alors, il existe 2 prothèses totales du coude. Je vous en parle, même si actuellement en France, à ma connaissance, personne ne pose de prothèse totale du coude. Donc 2 prothèses, la Iowa et la Tate. La Sirius est une 3e en cours de développement. Donc, qu'est-ce que l'on sait sur les 2 premières? La première, la Iowa, donc, qui a été développée par Mike Konzemius, est une prothèse non contrainte, cimentée, alors que la Tate, développée par le docteur Hacker, est une prothèse semi-contrainte biologique, c'est-à-dire qu'elle est placée par impaction et ostéo-intégration. Alors, cette Tate serait moins prédisposée à la migration que la Iowa, puisque dans le cas de la Iowa, c'est le ciment qui assure la liaison entre l'implant prothétique et le tissu osseux. Il n'existe pas de données fonctionnelles, mais l'évaluation clinique montre une amélioration jusqu'à 1 an après la chirurgie dans une publication reprenant 39 cas de Tate, avec néanmoins dans tous les cas une persistance d'une boiterie. Et 7,7% de complications majeures rapportées entre les mains du docteur Hacker, qui est un chirurgien prothétique de très grande renommée. Les résultats avec la Iowa sont satisfaisants dans 80% des cas, avec une série publiée sur 20 chiens et néanmoins 30% de complications. Une autre manière d'aborder l'activité prothétique, c'est de recourir à la prothèse unicompartimentale Q, pour Canine Unicompartimental Elbow Prosthesis, dont le principe de la Q, c'est de remplacer une partie du cartilage médial, donc ce qui nous intéresse là, ce qui est le siège même de la lésion, par le placement d'un implant synthétique, à la fois sur l'ulna et d'un implant métallique sur la partie médiale de l'humérus. Je vais y revenir. Cette technique présente plusieurs avantages. Elle permet d'une part de restaurer convenablement la physiologie du compartiment médial. La deuxième chose, c'est qu'elle permet de conserver à la fois une cinématique articulaire, contrairement aux ostéotomies par exemple, et permet de conserver la pronation-supination par rapport aux prothèses totales. Elle peut être mise en place sans avoir besoin d'altérer les structures stabilisatrices, notamment sans avoir besoin d'altérer les collatéraux, ce qui va réduire le risque de complications post-opératoires de type luxation, instabilité, défaut d'alignement. L'équipement de pose est relativement simple, la morbidité est réduite.
Ça reste néanmoins une activité prothétique. Donc, il y a une technique rigoureuse qui doit être respectée et il est très important de positionner bien évidemment correctement les implants sous peine de complications. Alors l'implant huméral se présente sous cette forme, c'est une sorte un peu de forme de raquette à neige. Donc comme je vous ai dit, c'est un implant en acier, plus exactement un cobalt chrome. Donc ce sont des implants biphasiques. La partie donc supérieure, c'est-à-dire celle qui va apparaître dans l'articulation, et cette partie acier, cobalt chrome, et dans la partie profonde, nous avons donc une couche de Bio 5 qui est du titanium, qui va permettre une parfaite ostéo-intégration. Et donc le principe de tenue de ces implants, ce sont d'abord des implants qui sont tenus par impaction, puis ensuite il y a une ostéo-intégration qui se fait dans la cage de titane et qui assure comme ça la tenue à moyen et long terme de l'implant. Donc cette partie prothétique humérale est placée dans un orifice donc circulaire, 2 orifices circulaires partiellement superposés, comme vous le voyez sur cette image péropératoire. L'implant ulnaire, lui, est là encore un implant biphasique. On retrouve donc une couche profonde en Bio 5, donc titanium, même principe que pour l'implant huméral. Et sur la partie supérieure, un implant cylindrique unique composé d'un polyéthylène à haut poids moléculaire qui est légèrement surélevé, légèrement bombé, de manière à venir aisément en contact avec l'implant huméral. Et donc l'idée, c'est d'aller mettre ces 2 implants dans le compartiment médial, un petit peu comme on mettrait 2 cales, qui vont venir en contact l'une avec l'autre, et ainsi épargner l'os sous-chondral qui est exposé et qui adjacent à la prothèse, et ainsi prendre en charge ce collapsus articulaire médial et permettre à l'os sous-chondral d'être recouvert par un fibrocartilage. Chaque implant existe en 2 tailles, il y a une taille médium, une taille large, et on peut, en cours de chirurgie, choisir l'un ou choisir l'autre, et on peut combiner un médium avec un large. Alors, au départ, cette prothèse Q était mise en place grâce à une ostéotomie de l'épicondyle médial, mais sur les premières publications qui sont sorties, on avait un taux de complications relativement élevé, et on utilise maintenant une approche codomédiale basée sur l'élévation et la rétraction du fléchisseur ulnaire du carpe, donc c'est l'approche qui a été développée par Kirk Wendelberg, et on place l'animal en décubitus dorsal en exerçant un stress en valgus et une rotation de l'avant-bras de manière à ouvrir ainsi le compartiment articulaire. Donc, une fois qu'on a cet abord sur l'articulation, il existe un système de guide avec des tiges guides. Donc là, par exemple, on est en train de placer la partie ulnaire. Il est important de bien centrer ce forage de manière à ne pas fracturer la partie ulnaire, la partie échancrure ulnaire, et on essaye toujours de garder un stock osseux à minima de l'ordre de 2 à 3 mm tout autour. Puis une fois qu'on a mis en place cette tige guide, on utilise une tête de forage qui est guidée par la broche et qui permet de créer comme ça l'orifice dans lequel sera placé l'implant ulnaire. On fait ensuite de la même manière avec l'implant huméral, même recommandation, une parfaite perpendicularité par rapport à la surface articulaire, des broches de guidage, et là encore, on utilise ces broches de guidage pour effectuer un forage. Donc voilà l'exemple ici. Et une fois qu'on a fait les 2 orifices, on va tout d'abord placer par impaction l'implant huméral, et puis ensuite on va placer par impaction l'implant ulnaire. Et voilà ce que ça donne en post-opératoire. On repositionne le fléchisseur ulnaire et en post-opératoire, vous avez les 2 implants qui se font face. Alors, 2 études ont été publiées sur cette prothèse Q. Une première étude sur 103 cas, qui était une étude multicentrique, vous voyez, donc 5 centres, 18 chirurgiens. Dans cette première étude, l'abord était essentiellement une ostéotomie de l'épicondyle, et on avait quand même un taux de complications assez significatif, 38%, et vous voyez que sur ces complications, beaucoup étaient liés à l'abord, puisqu'on avait presque 11% d'avulsion ou de non-union de l'épicondyle, des mauvais placements de l'implant, des phénomènes d'infection. Donc, c'est la raison pour laquelle on a migré progressivement vers un autre type d'abord, mais néanmoins, quand on a le suivi à 6 mois, si on regroupe la fonction parfaite avec la fonction acceptable, eh bien on a quand même 91% de bons résultats qui se maintiennent sur au moins 4 ans. Une autre étude a été publiée il y a 2 ans, 2019, 52 cas, où là du coup, c'est cette nouvelle approche codomédiale qui est utilisée, 44 chiens, et là encore,
quelques complications, bien évidemment, comme toute activité prothétique, mais tout de même 98% de bons résultats, en acceptant dans les bons résultats la fonction parfaite et la fonction acceptable. Alors, cette seconde étude nous apprend aussi deux choses. D'une part, qu'on peut être amené à placer plusieurs implants ulnaires. Ils l'ont fait dans 5 cas. Il arrive parfois que les érosions sur la partie échancrure ulnaire soient un petit peu longues, un petit peu étendues. Donc, il ne faut pas hésiter dans ces cas-là à placer plusieurs implants, et notamment sur des chiens relativement jeunes qui ont encore une amplitude articulaire importante, physiologique. Du coup, la course de l'implant est importante et on peut éventuellement mettre 2 implants, voire 3. La récupération peut être assez longue. J'ai par habitude de dire à mes patients qu'on pourra juger pleinement de la récupération à 6 mois. Mais vous voyez qu'entre les 2 études, on a 91 et 98% de résultats satisfaisants. Donc, c'est vraiment une technique qui est tout à fait intéressante pour prendre en charge ces abrasions du compartiment médial, avec une petite différence en termes de fonction parfaite entre la première et la seconde étude, puisque les chiens étaient un petit peu plus jeunes dans la première et ils étaient suivis un petit peu plus longtemps. Les éléments clés, c'est vraiment le positionnement des implants. Sinon, il y a un mauvais face-à-face. Et bien évidemment, ça va induire des lésions cartilagineuses secondaires. Et puis, donc, ce problème que j'ai évoqué avec vous, éventuellement de la pose de plusieurs implants ulnaires, donc sur des animaux avec une amplitude articulaire naturelle supérieure. Mais de mon point de vue, c'est certainement actuellement une des solutions les plus intéressantes pour prendre en charge ces abrasions du compartiment médial. Je vous remercie. Si vous avez des questions, ce sera avec grand plaisir. Merci Stéphane pour cette présentation. Donc, comme évoqué en début de webinaire, merci d'utiliser les fonctions de chat si vous avez des questions. En attendant la première question, est-ce qu'on peut poser une prothèse sans avoir recours à l'arthroscopie? Quel est votre sentiment par rapport à ça? Est-ce que c'est nécessaire? Oui, je pense que l'arthroscopie fait partie de la démarche indispensable avant d'envisager la pose d'une prothèse unique compartimentale. Tout simplement parce que même si par arthrotomie on voit des choses, on n'aura jamais la même vision que ce que l'on a en arthroscopie. Il est important de bien apprécier les lésions cartilagineuses. Comme je vous disais tout à l'heure, l'abrasion du compartiment médial se caractérise vraiment par une atteinte du compartiment médial et pas du compartiment latéral. Donc il est important de bien inspecter le compartiment latéral et le compartiment caudal de l'articulation. Si on est face à une articulation totalement arthrosique, il n'y a aucun intérêt à poser une prothèse Q. Puisque, vous l'avez compris, l'idée c'est de soulager le compartiment médial et de faire un report des charges sur le compartiment latéral. Si le compartiment latéral est altéré, ça ne sert strictement à rien. Or, par arthrotomie, il reste quand même extrêmement difficile d'avoir ce bilan global articulaire. Donc, je pense que l'arthroscopie est indispensable. D'accord. Sur quel type de chien, quelle taille vous le plus classique, donc comme ce sont les mêmes chiens que pour la dysplasie, c'est grosso modo, on va dire du 30-35 kg le plus standard. J'ai posé des Q jusqu'à des chiens de 18-20 kg. Je pense que c'est la limite inférieure. Et si jamais j'ai eu quelques cas où j'ai eu des animaux, par exemple, j'ai le souvenir d'un petit beagle il y a quelques mois qui avait une abrasion du compartiment médial. Dans ce cas-là, même l'implant de plus petite taille est surdimensionné par rapport à la taille du chien. Et dans ce cas-là, je recours à une ostotomie ulnaire bi-oblique. Mais voilà, jusqu'à 18-20 kg, j'ai posé des cues, par exemple, sur des whippets, ça passe, on arrive à placer l'implant. Il faut avoir un petit peu l'expérience pour bien le centrer, et notamment centrer l'implant ulnaire, mais ça peut passer. Oui, effectivement. Et en termes de rééducation, reprise alors, derrière, c'est des animaux qui repartent avec un pansement type un Robert Jones modifié que je garde pendant 4 à 6 semaines et une demande de restriction d'activité pendant 6 mois. Les animaux progressent petit à petit, mais il ne faut pas reprendre une activité trop rapide. Il faut laisser le temps à cet implant d'être ostéo-intégré et donc de se fixer à l'intérieur de l'articulation. Et puis, il faut aussi que l'inflammation s'atténue. Donc, l'objectif, c'est 4-6 semaines de pansement, puis ensuite une reprise progressive, mais marche en laisse pendant 6 mois. Et on fait des points réguliers avec le propriétaire. Et au bout de 6 mois, généralement, les animaux s'atténue réellement, enfin la boiterie s'atténue réellement au bout de 3-4 mois et on a de bons résultats vers le 5e, 6e mois post-opératoire.
Oui, vous les voyez, enfin, vous les revoyez régulièrement. On les revoit régulièrement. C'est des activités, dès qu'on rentre dans de l'activité prothétique, là on parle du coude, je pourrais dire la même chose sur les prothèses totales de hanche. Ce sont de toute façon des gens qui, bien évidemment, sont motivés, sont extrêmement proches de leurs animaux, donc c'est important d'avoir ce suivi et généralement ça pose aucun souci parce que ce sont des gens qui sont très engagés dans la santé de leur animal, donc ça leur pose aucun problème de revenir voir le chirurgien régulièrement pour cet accompagnement post-opératoire. Donc, je te remercie beaucoup pour ton travail sur ce thème. Je vous rappelle que l'ensemble des webinaires sont consultables sur la chaîne YouTube Arthrex France, notamment ton premier webinaire sur la démarche anormale après une TPLO. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le 14 avril prochain pour un nouveau webinaire avec le docteur Alexandre Caron. Merci beaucoup Stéphane. Merci à vous. Un bon après-midi. Merci, à bientôt.